calme. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Faut-il craindre un certain alisement de la transition CNRD? Comment concilier les missions principales du CNRD donc dans le cadre de cette transition aux exigences d'une transition raisonnable, voire courte, souhaitée par la communauté internationale? Dr Issaka Souaré, expert consultant international, spécialiste des questions de gouvernance, de paix et de médiation, enseignant-chercheur à l'université de Sonfonia, répond aux questions de Mirador. Bonjour, Dr Issaka Souaré. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Première question, Talibé Bari. D'entrée de jeu, on a besoin d'avoir votre... Bien ajusté. Ouais. Bien, allez-y. D'entrée de jeu, on a besoin de savoir si, à votre avis, le coup d'État du 5 septembre qui a pris de court, disons, tous les Guinéens et même tous les amis de la Guinée, est-ce que ce coup d'État, selon vous, était prévisible et pour quelle raison? Prévisible, je ne sais pas, mais des conditions qui permettent à des gens de justifier ou d'expliquer la survenance de ce coup d'État étaient là. Parce que la situation était telle que il y avait un blocage à un certain nombre de niveaux. Il y avait une polarisation très très poussée. Il y avait des problèmes liés aussi à la cohérence et à la cohésion au sein de la société guinéenne, des questions aussi liées à la gouvernance des personnes qui étaient emprisonnées. Donc je pense qu'il y avait là un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer l'avènement d'un tel coup d'État. Peut-être oui, prévisible donc au regard de la situation que vous décrivez, mais est-ce que qu'est-ce qui pouvait expliquer que ce soit les forces spéciales? Parce que pour beaucoup, un coup d'État n'était pas écarté, mais pas de la part d'une unité censée elle-même d'ailleurs sécuriser en partie le président Alpha Condé. Justement, une caractéristique d'un coup d'État, c'est le caractère subit. Dès qu'un coup d'État est prévisible, il va échouer. Bien. Donc il faut que ce soit une frappe subite. Et quand les gens disaient, j'entends beaucoup de gens dire, mais depuis quand ils préparaient ça, pourquoi tel nombre de personnes n'étaient pas au parfum? Ils ne pouvaient pas être au parfum. Donc c'est pour réussir un coup d'État, il faut la discrétion, il faut que ce soit une attaque subite. Ça, c'est une des caractéristiques des coups d'État. Oui, mais les forces spéciales... Que ce coup d'État, que ce coup de force vienne quand même de cette unité d'élite qui, ma foi, est une fabrication, en tout cas, et de la volonté. Elle est une création qui est de la volonté de l'ancien président Alpha Condé. Qu'est-ce que cela vous inspire? De mon recensement des coups d'État sur le continent, et c'était le 94e coup d'État réussi sur le continent, depuis le premier intervenu en Égypte en juillet 1952. Alors, il y a eu plusieurs formes de coups d'État auxquels on a assisté, et un bon nombre de ces coups d'État étaient dirigés par des gens du sérail, très très proches de la personne qui a été visée par le coup d'État. Donc, que ce soit par les forces spéciales ou par autres forces garde présidentielles, la réalité est que des coups d'État proviennent des gens aussi loin du pouvoir, mais aussi très très proches du pouvoir. Et ça, c'est très très fréquent parce qu'ils connaissent les méandres du pouvoir. Donc, ils connaissent le maillon faible, le talon d'Achille de la personne qui est visée par le coup d'État. Bien. Dr Issaka Souaré, notre invité prestige en ce mercredi. La suite avec vous, Mamadou Ouri Diallo. Justement, le coup d'État dont il s'agit, c'est Alpha Condé qui en a été la victime, qui a été renversé, déposé. Vous connaissez son histoire politique et tout le reste. Alors, tout de suite, quel enseignement vous tirez de la chute de cette personnalité qui a été Alpha Condé, mais aussi que pensez-vous de son sort judiciaire ou même politique? Sort judiciaire, on laisse aux spécialistes et aussi aux autorités judiciaires.
Mais quel enseignement on peut tirer de cette situation? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un certain nombre de facteurs qui étaient là. Il s'agit pas seulement pour la Guinée, parce que justement, il y a débat maintenant dans la région. Nous célébrons ce mois de décembre 2021 le 20e anniversaire du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Oui. Alors, en se focalisant d'abord sur la Guinée, je pense que c'est de tirer les leçons et éviter à l'avenir que des situations qui ont précédé ces coups d'État ne se reproduisent plus. Et ça, cela doit partir à travers la mise en place de fondements de la démocratie, mais solides, qui soient difficiles à renverser, et que prochainement, lorsqu'il y a des difficultés, qu'on puisse avoir des mécanismes pour gérer ces difficultés-là, mais pas arriver au point où un tel événement soit rendu tel que ce que nous voyons. Donc vous êtes en phase avec le tombeur d'Alpha, Laye Mamadi, enfin Mamadi Doumbouya, qui dit, le légionnaire, qui veut, parrain haut, qui veut donc procéder à une rectification institutionnelle. Il est important pour mettre en place des institutions dites fortes. Il est important de noter que souvent les coups d'État sont précédés par des situations telles que ce que j'ai décrites. Alors, si nous voulons éviter, ça ne veut pas dire que ça va être une panacée, parce que tous les coups d'État ne sont pas motivés par une envie de rectifier quelque chose sur le registre de la gouvernance. Sauf que lorsque on enlève les facteurs qui peuvent permettre à quelqu'un de justifier ou d'expliquer un coup d'État, je pense que nous réduisions grandement la probabilité de l'incidence d'un coup d'État. Bien. Bien. Moi, je reviens à ce que vous venez de dire il y a quelques instants. Cabinet, si vous permettez, vous parliez de fondements solides sur le plan de la démocratie et notamment aussi d'outils, de leviers qui devraient permettre que lorsque des situations donc, qui ont prévalu à ce coup d'État viennent à se reproduire, donc qu'il y ait ces leviers-là qui permettent donc que ce genre d'événements ne se produisent pas. Alors, ça voudrait dire que de votre constat, et qui croiserait certainement celui de ceux qui ont fait ce push, il n'y avait pas de... Les fondements au plan démocratique en Guinée n'étaient pas solides à l'époque sous Alpha Condé, ou n'ont jamais été solides sous Alpha Condé. Alors, dans les textes, ils étaient bien solides. Je pense que les textes ont été assujettis à un traitement qui devrait être différent. Donc le respect de ces textes-là, je pense que fait défaut à plusieurs égards. Et au-delà de ces textes, la finalité de ces textes-là, c'est le mieux-être des populations. Oui. Et il y avait un certain nombre d'actions, comme par exemple la corruption, qui ne rimait pas avec l'atteinte de cette finalité. Et lorsque vous avez d'une part des problèmes qui dévient des actions, des attitudes qui dévient du sens des textes, et vous avez aussi d'autre part des actions qui vont à l'encontre de la finalité poursuivie dans un État démocratique, alors vous créez des conditions. Donc il faut renverser cette tendance-là et cette situation pour que non seulement nous ayons des textes solides, mais que ces textes-là et l'armature institutionnelle soient de sorte qu'il soit difficile pour un seul homme ou un groupe d'hommes de s'accaparer et de s'imposer d'une manière indue dans la mise en œuvre des instruments et des mesures de cette armature. Bien. Docteur Issaka Soiré, donc enseignant-chercheur, il est donc notre invité. Cabinet Fofana. Docteur, nous, au sein de notre think tank, l'association de sciences politiques, nous sommes à un début de réflexion qui consiste à penser qu'il faille mettre l'armée à un niveau de, comme un peu une sorte de mirador, qui consiste en gros à
à regarder un peu la question essentielle de la défense de la Constitution. Parce que quand on regarde la rhétorique qui est de plus en plus mise en avant par ceux qui font les putsch ces dernières années, on parle de personnalisation du pouvoir et de perpétuation du pouvoir. Est-ce que de votre point de vue, il ne faudrait pas considérer donc nos armées comme une sorte de mirador et que ceci soit codifié dans nos textes de loi, que celles-ci servent donc de chien de garde, ne serait-ce que sur la question de la défense de la Constitution, que l'armée se déclure à chaque fois que cette question est... Chaque fois qu'il y a un accroc contre la Constitution. Exactement, chaque fois que la question de la défense de la Constitution est menacée, notamment sur la question de l'alternance, parce que c'est celle-ci qui pose problème partout. Je pense que le rôle régalien de l'armée est bien connu. C'est la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la protection des citoyens, par exemple lorsque les éléments de la sécurité, la police sont débordés. Confier à l'armée une responsabilité de sauvegarde de la Constitution, il faut voir comment cela peut se réaliser concrètement. Mais je pense que ce serait une innovation qu'il faut attendre d'abord, de voir les autres leviers de contrôle et de veille sur la Constitution avant d'aller à ces registres-là. Je serais réservé d'assigner une telle responsabilité à l'armée. Je pense que, comme je disais dans ce serait une porte ouverte au coup d'État, éventuellement. Oui, vous pouvez l'appeler comme ça. Un plan sain donné. Je n'irai pas sur ces registres-là. Plutôt, je dirais qu'il faut adopter une armature institutionnelle interdépendante, mais il faudra, dans le choix des hommes et des femmes qui animent, parce que quand on dit qu'il faut, Barack Obama a dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts, je pense qu'à ce stade, nous avons besoin de deux. Il faut des hommes et des femmes forts, mais qui sont forts dans leur engagement pour la protection de la Constitution. Lorsque nous avons ça, ils appliquent les exigences de la Constitution et des lois sur eux-mêmes. Ils veillent à ce que leur entourage et tous ceux qui sont sous leur commande respectent cela. Vous verrez que, parce que les institutions, ce sont les hommes et les femmes qui les meublent, vous verrez que les différentes personnes qui meublent ces institutions vont devenir des gendarmes de la Constitution. Parce que pour respecter quelque chose, les gens sont toujours tentés de faire des choses telles qu'ils souhaitent. Seulement, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas le faire dans l'impunité. Vous avez vu avec Trump, il voulait rester, s'il était peut-être dans un pays comme le nôtre, il serait resté, mais son vice-président, Mike Pence, est resté avec lui jusqu'à ce qu'il soit clair que le Congrès, parce que beaucoup de personnes pensent que les élections aux États-Unis se terminent le 4 novembre, mais à travers cette saga de Trump, on a connu que ça va, on s'est rendu compte, bon, les gens qui ne sont pas initiés, que ça va jusqu'en janvier. Lorsque Mike Pence a vu que le Sénat et que tous les États ont déjà déclaré Biden comme gagnant, il a dit ma loyauté est pour la Constitution et non pour l'homme. Bien, voici ce qu'on appelle un homme fort. Donc, respect qui sait respecter la Constitution et les institutions de son pays. C'était donc notre entrée en matière dans cette interview d'Hélice. Et on revient derrière la pause info pour la poursuivre. La parole est directe avec monsieur Issek Assoiré, donc expert consultant international. On poursuit l'interview avec vous, Mohamed Kaba, avant Akoumba Diallo. Voilà, alors docteur Assoiré, si je vous ai bien suivi avant d'entrer dans le vif du sujet, ce coup d'État n'est pas consécutif d'abord à une question de troisième mandat. Est-ce que c'est le cas, avant de continuer? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait un certain nombre de facteurs. S'il vous plaît, rapprochez-vous du micro. La question du troisième mandat peut bien paraître dans le registre de ces facteurs-là, parce que c'était un facteur de polarisation. Donc, mais je n'ai pas dit que le troisième mandat n'était pas un facteur à prendre en compte. Alors, parlant des rapports tendus entre le CNRD et la CEDEAO, est-ce qu'on pourrait dire que cette organisation régionale a été affaiblie par Alpha Condé? Par le cas Alpha Condé. Par le cas Alpha Condé, pardon.
Il faudra préciser comment affaiblir par le cas Alpha Condé. Mais en ce qui concerne la tension entre CNRD et la CEDEAO, je pense que la façon dont le CNRD gère les relations avec la CEDEAO, je vois beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité dans cette gestion-là. Quand la CEDEAO a pris les premières décisions, il y avait beaucoup d'émotions au sein de la population guinéenne. Et j'étais heureux de constater que dans les déclarations officielles du CNRD, on reconnaît que la CEDEAO a un rôle à jouer, que la Guinée est un membre fondateur de la CEDEAO et qu'on vise à se conformer aux exigences de la CEDEAO. Ouais. Et petit à petit, on voit cela. Évidemment, il reste encore la question du chronogramme de la transition, mais on nous fait comprendre que c'est le CNT qui va se prononcer sur cela. Et on voit aussi qu'il y a du mouvement aux côtés du ministère de l'Administration en recevant la liste des désignations des différentes catégories qui doivent être représentées. Donc, je vois une gestion au moins publiquement bien dans le cadre de la diplomatie. On reçoit les délégations de la CEDEAO et on échange avec eux. Donc, c'est ce que entre les premiers discours qui ont été servis par la junte, après justement la première visite de haut niveau effectuée par Addo et Nana Akufo-Addo et le président ivoirien, discours assez musclé d'ailleurs, on se rappelle, lorsque le colonel Amara disait que il n'avait pas lieu de céder à une quelconque pression. Entre ce discours et l'attitude qui est celle aujourd'hui du CNRD, donc il y a une évolution. Tout à fait. On s'en rend bien compte. Qu'est-ce qui peut expliquer cette évolution de votre point de vue? Je pense que quand on est nouveau dans la gestion des affaires publiques, on n'est pas encore très rodé avec le fonctionnement du système international. Et il y a l'euphorie, il y avait la population qui était là. On peut être amené à tenir certains propos, mais la bonne chose c'est que on rectifie et on s'est ressaisi. Et peut-être rapidement par rapport à ce que vous avez dit, les relations entre le rôle d'Alpha Condé par rapport à la perception qu'a la CEDEAO, si j'ai bien compris, c'était ça votre question. Je pense qu'il faut un peu de pédagogie là. Parce que ce qui est reproché à la CEDEAO par beaucoup de Guinéens, c'est qu'il y a eu troisième mandat, il y a des textes de la CEDEAO qui sont contre cela, on n'a rien dit, on n'a rien fait, et puis le coup d'État est venu, qui est salutaire, disent-ils, et la CEDEAO condamne. Je pense qu'il faut comprendre que la CEDEAO a du chemin à parcourir encore. Il y a beaucoup de trucs à faire, il y a des manquements, mais je ne pense pas aussi qu'on puisse reprocher valablement à la CEDEAO tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire, il y a des textes au niveau de la CEDEAO. C'est pourquoi je suis heureux que la semaine prochaine, là, on met ces textes-là à débat, à Accra. C'est-à-dire le protocole additionnel. Effectivement. Le protocole additionnel de la CEDEAO exige que les États membres de la CEDEAO soient gérés sur la base d'un certain nombre de principes démocratiques. Effectivement. Et qui doivent concourir à l'alternance pacifique. Alors, parce qu'il faut savoir aussi l'évolution de cela. Peut-être pour aller vite, parce qu'on n'a pas assez de temps. Ouais. Alors, une des dispositions de ce protocole à l'article 2 prévoit qu'aucune modification substantielle aux lois relatives aux élections ne doivent intervenir dans les 6 mois avant les élections, sauf sur la base d'un large consensus par les acteurs politiques. Alors, sans cela, donc le protocole ne dit pas qu'il n'y a pas de troisième mandat. Je peux surprendre. Le protocole ne dit pas qu'il n'y a pas de troisième mandat. Mais il y a un certain nombre de balises qui doivent entourer toute entreprise de modification. Bien. Alors, il faut la campagne là, et moi je soutiens ça, qu'il y ait interdiction de troisième mandat. Mais jusqu'à ce que cela soit le cas, il est difficile pour la CEDEAO de dire lorsqu'il y a troisième mandat en dehors du périmètre de 6 mois. Parce que le périmètre de 6 mois chez nous, c'était le 21 avril. Vous vous souvenez, le 4 août 2009, le président nigérien Tanja a fait modifier la constitution
à moins de 6 mois de la fin de son mandat, qui est arrivé à échéance en décembre 2009. Donc il violait ce protocole. Et la CEDEAO a suspendu le Niger. Parce que là, il y avait, comme on dit en droit, prima facie. C'est-à-dire il y avait une évidence claire, noir sur blanc. On a dit n'entre pas dans cette surface, tu y es, on te sanctionne. Ça c'est difficile lorsqu'on est malin. Et on veut faire ça avant. Vous vous souvenez que je pense que c'était en mai-juin, après les élections double scrutin. Après le double scrutin du 22 mars. Alors, le Parlement voulait modifier le code électoral. Ils avaient tablé cela. Puis ils se sont ressaisis. Ils ont dit nous sommes dans les 6 mois. C'est pourquoi lors des élections, le président de la CENI avait écrit au président de la Cour constitutionnelle pour demander une interprétation de l'article 42 de la nouvelle constitution qui prévoyait une sorte de parrainage qui n'avait pas été prise en compte dans le code électoral parce que cela n'avait pas été révisé. Et la Cour constitutionnelle avait dit, parce que cela n'a pas été révisé, cette disposition est suspendue. Et il faut se souvenir aussi que le report du double scrutin du 1er mars, c'était dû à quoi? C'était dû au désaveu de la CEDEAO. Parce que le président Alpha Condé avait dit, je pense la veille, ce n'est pas une reculade. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait. C'était bien une reculade. C'était bien une reculade. Parce que la CEDEAO voulait envoyer une délégation de haut niveau. Il était en campagne à l'intérieur. Il avait dit qu'il n'était pas disponible, avec les termes diplomatiques. Ouais. La CEDEAO a donc désisté d'envoyer leur délégation. Et l'Union africaine, qui avait déjà une délégation, c'est-à-dire des observateurs, une équipe d'observateurs, je sais, parce que j'avais des amis parmi eux. Bien sûr. L'Union africaine a dit, dès lors que la CEDEAO n'enverra pas des observateurs, nous retirons nos observateurs. Tout à fait. Ça, en langage diplomatique, ça c'est sérieux. C'est-à-dire, c'est comme vous conviez quelqu'un à une fête, puis vous dites, non, vous êtes décommandé, vous ne venez plus, mais la fête va avoir lieu. Et c'est comme rappeler votre ambassadeur de chez quelqu'un. Donc c'est pour dire que la CEDEAO a fait ce qu'à mon avis, elle pouvait faire selon ses textes, mais ces textes-là ont besoin d'évoluer pour qu'elle puisse faire ce que les populations africaines souhaitent. Pour qu'elle puisse faire mention expressement de la question du troisième mandat. Et qu'elle sanctionne les présidents en exercice qui vont à l'encontre de certains principes. Formidable. Avant ma question, je voudrais vraiment que vous me permettiez de vous parler de M. Issaka Soare, qui a été mon professeur de système politique comparé. Et l'un des enseignants les plus durs, hein. Il a été très dur avec moi. Bon, je vous le concède parce qu'on dit qu'il faut que l'éducation soit dure. Vous collez combien? Il était un de mes meilleurs étudiants quand même. Il était un de mes meilleurs étudiants. Donc avec 6 et 7. Bien. Je voulais juste rappeler que je vous rends hommage parce qu'on dit qu'il faut que l'éducation soit dure pour que la vie soit belle. Mais pour le moment, ma vie n'est pas belle, mais je me sens à l'aise. Mais vous avez en face de vous aussi, en plus du diplomate, l'écrivain. Je pense que c'est l'auteur du livre Les partis politiques en Afrique, c'est ça? Oui. Et puis le chercheur chevronné. Mais l'aspect que j'aime plus rappeler, c'est que c'est un des rares Guinéens qui prend son billet après avoir durement travaillé. Il revient, il enseigne pour le peu qu'il séjourne en Guinée. Honnêtement, il est à l'université. C'est à saluer. Et il reprend l'avion, il va là où la vie le conduit, mais il a toujours un agenda pour revenir enseigner à des périodes données. Très bien. Ça, c'était juste pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas. Avant de poser Maintenant, je vais poser ma question. Vous savez, l'étudiant est toujours perturbé devant l'homme. L'homme agit suivant 3 facteurs: la nature, l'habitude et la raison. Vous avez décrit tout à l'heure les infirmités de la Guinée qui ont conduit nos personnalités à la tête de nos institutions à applaudir de concert la violation de nos textes. C'est une infirmité extrêmement grave. Et vous avez, de mon point de vue, et vous avez pris un autre exemple sur les États-Unis d'Amérique, où le vice-président dit qu'il a obligation de loyauté à l'État américain. Et l'ensemble des conseillers de Trump se sont réunis d'ailleurs pour écrire le livre Alerte, pour dire aux Américains, si vous réélisez Donald Trump, c'est vous qui avez brûlé le pays. Ça m'a surpris. Mais ma question, c'est de savoir,
puisque vous allez être co-animateur, co-panéliste de la prochaine conférence sur le 20e anniversaire, à l'occasion du 20e anniversaire du protocole additionnel, la CEDEAO, où vous allez être avec 6 anciens chefs d'État. Je ne vous demanderai pas si vous serez fiers de voir ces anciens chefs d'État et de ne voir aucun ancien chef d'État guinéen. Mais j'aimerais savoir avec quoi vous partez à cette réunion. Quelles pourraient être vos propositions en tant qu'enseignant chercheur, non seulement sur la gouvernance mais sur la sécurité? Et j'ai obligation de dire que j'apprends que Lansana Kouyaté sera remplacé par M. Kabinet Komara. Kabinet Komara, oui. On a reçu les documents, les invitations ce matin. Komara, donc, qui sera à cette conférence. Justement, cette conférence qui aura lieu les 8 et 9 décembre prochains à Accra, sous le haut patronage du président du Ghana, est organisée conjointement par le Centre Kofi Annan International pour le maintien de la paix et la Fondation Kofi Annan. Ça va être la 2e édition qui coïncide donc avec le 20e anniversaire de ces protocoles-là. Et comme vous avez dit, 6 anciens chefs d'État vont être là-bas. J'ai eu à côtoyer certaines déjà dans le passé. Et oui, dommage qu'on n'ait pas un Guinéen parmi eux comme ancien chef d'État. Nous souhaitons que dans les années à venir, que nous ayons des anciens chefs d'État guinéens, mais aussi à travers le continent qui sont respectables. Vous savez que depuis 90, il y a 30 chefs d'État qui ont été battus dans les élections et qui sont retirés. Il y a 28 qui ont servi leurs 2 mandats et se sont retirés. Parfois, on ne parle pas de ça. Très récemment, il y a 2 semaines, au Cap-Vert, le président sortant n'était pas candidat parce qu'il avait servi ses 2 mandats. C'était le parti de l'opposition qui a gagné, mais l'ancien parti au pouvoir reste majoritaire au Parlement. Alors, revenons maintenant à votre question. Alors, cette conférence est sur une analyse rétrospective de ces 20 dernières années, émaillée par des hauts et des bas. Des hauts comme ces cas-là, d'alternance pacifique heureuse, et des cas aussi malheureux qu'on peut constater. Alors, en 2015, comme j'ai dit que le texte devrait évoluer, à mon avis, parce que ce n'est pas une panacée, la question de limitation des mandats. Mais mon constat est que partout où il y a eu ces cas, ces 28 cas que je viens de citer sont intervenus dans 19 pays sur le continent. En aucun de ces pays-là, quand il y a eu un précédent, un autre président n'est venu remettre ça en cause. Donc je pense que ne serait-ce que cela, ça c'est une avancée. Parce qu'avec l'alternance, même au sein du même parti politique, lorsqu'on sait que votre bail est limité, je pense que vous aurez plus de chances de vous soucier de votre héritage et de bien travailler parce que vous savez que peu importe ce que vous allez faire, vous êtes là pour minimum 5 ans, 10 ans, 12 ans selon la durée des mandats. Donc, ma proposition serait que la CEDEAO évolue. Il y a eu des évolutions. Avant 1999, avant l'adoption du protocole dont celui-ci est additionnel, il n'y avait pas un tel instrument sur la prévention des conflits. Ça, c'était une avancée. 2 ans plus tard, en 2001, nous avons ce protocole-là. Et avant cela, il y avait eu le protocole, la déclaration de Lomé de l'Union africaine contre le coup d'État. Et là, on était focalisé sur l'accession au pouvoir. On laissait à côté le maintien du pouvoir. Alors, ce protocole additionnel de la CEDEAO vient pour dire que le maintien aussi du pouvoir par les voies non démocratiques est un coup d'État, est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Sauf qu'on dit, pour être précis, il ne faut pas toucher aux lois relatives aux élections dans les 6 mois. Et on sait que les chefs d'État ont appris pour comment dépasser, dévier. C'est comme quelqu'un criminel qui porte des gants. Vous l'avez vu, mais vous n'avez pas de preuves pour l'impliquer et l'inculper. Je pense qu'il est temps pour la CEDEAO d'avancer maintenant sur quelque chose qui n'a pas marché en 2015. En mai 2015, lors d'un sommet à Accra, il avait été proposé, tirant des leçons de ce qui était arrivé une année plus tôt au Burkina Faso, de dire plus de 3e mandat sur le continent, dans la région. Et je pense qu'à ce moment-là, le Togo n'avait pas la limitation des mandats dans la Constitution parce que la disposition de la Constitution 92 avait été changée en décembre 2002. La Gambie ne l'avait pas. La situation a changé.
Aujourd'hui, l'ensemble des 15 États membres de la CEDEAO ont cette disposition constitutionnelle dans leur constitution, sauf la Gambie. Mais le projet de nouvelle constitution qui a été proposé en septembre dernier au Parlement gambien prévoit cette limitation. Le Mali et le Ghana sont dans des situations exceptionnelles, mais on sait que cette situation va déboucher sur la restauration de la limitation des mandats. Il est donc temps, à mon avis, et opportun. Et je pense que si on posait ça maintenant, il y a le sommet le 12, si on posait ça maintenant au sommet, il va être difficile pour un chef d'État avec tout l'élan là, et toutes les émotions qui sont là de ce qui s'est passé au Mali, en Guinée. Il va être difficile à un chef d'État de s'opposer publiquement à cela. Donc ma proposition serait, il faut maintenant adopter l'interdiction des troisièmes mandats consécutifs dans la région, et l'Afrique de l'Ouest montrera le chemin à l'ensemble du continent, parce que c'est facile là aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, parce que sur l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine, on a 36 qui ont cette limitation des mandats. Mais si nous avons 14 déjà dans notre sous-région, c'est bien facile. Parce qu'on se rend compte, on sera à l'évidence que le troisième mandat, ça devient quand même une menace réelle contre la démocratie dans la sous-région. Parce qu'il y a le cas de la Guinée qui est une alerte qui fait froid dans le dos. Il y a eu troisième mandat en Côte d'Ivoire, et le débat il a commencé déjà dans l'opinion au Sénégal. Donc ce serait très bien que voilà, un garrot soit mis clairement sur cette question. Tout à fait. Et avec un tel instrument, la CEDEAO sera outillée de dire non. Parce que là, ce ne serait pas les subjectivités, ça va être en fait objectivement, nous avons un instrument noir sur blanc qui dit non au troisième mandat. Bien, Talibé, sur la question d'un envoyé spécial. La question d'un envoyé spécial, elle se pose parce que on a vu que s'agissant de cette conférence, l'un des participants, c'est Ibn Chambaz, dont on dit qu'il est l'envoyé spécial de la CEDEAO en Guinée. Est-ce que vous pensez que la junte a bien géré la question de cet envoyé spécial parce que son président estime qu'il n'y a pas de crise nécessitant un envoyé spécial? Mais je pense à partir du moment où on écrit à la CEDEAO, là on ouvre en fait un canal diplomatique de communication. Et c'est ça la bonne voie. On ne sait pas ce qui s'est dit aussi en dessous de cela, parce que la communication n'est jamais rompue. Il y a la communication. La diplomatie, elle est aussi souterraine. Exactement. Il y a une ambassade de la Guinée à Accra, il y a une représentation de l'Union africaine ici, les nouvelles technologies ont tellement facilité les choses. Encore une fois, comme on a dit, la gestion des relations avec la CEDEAO a évolué. On a vu la lettre, on a vu l'interview que vous-même vous y étiez, que le colonel a accordé à certains journalistes guinéens, mais aussi à la RFI. Tout à fait. Je pense qu'on voit aussi comment on essaye pour veiller sur le bon rapport entre la Guinée, et c'est ça l'essentiel à mon avis. Alors, en dessous, on peut exprimer certaines positions vis-à-vis de l'organisation, mais la CEDEAO en désignant un envoyé spécial, parce que vous voyez que c'est le titre qu'il a, on sera d'ailleurs ensemble là-bas, et ça c'est du ressort de la CEDEAO. C'est-à-dire quelqu'un, vous m'invitez, mon titre que j'ai, à moins que vous ayez contre ce titre-là, c'est ce titre-là que vous mettez. Et la CEDEAO, généralement, lorsqu'il y a une telle situation, eux, ils considèrent qu'ils ont besoin d'avoir un émissaire qui est focalisé, concentré sur ces dossiers-là. C'est ce qui explique. Donc, de votre point de vue, il devrait être tout à fait normal de désigner un envoyé spécial dans le cas guinéen. Du point de vue de la CEDEAO. Et de votre point de vue? Comme je dis, on suit certaines pratiques, et la pratique de la CEDEAO est que lorsqu'il y a une telle situation, il désigne un envoyé spécial, comme on a l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan pour le Mali, et c'est comme ça. Et ce n'est pas nécessairement dit qu'un envoyé spécial est un médiateur, parce que les envoyés spéciaux ont un certain nombre d'outils. Il y a la médiation, bien entendu, mais il y a les bons offices. Les bons offices, ça peut être surclassé au niveau des médiations, mais pas nécessairement. La médiation a besoin d'au moins 2 parties.
Mais les bons offices peuvent avoir deux parties, mais pas nécessairement. Bons offices peut être seulement entre le médiateur et un acteur, et il fait la diplomatie de ce qu'on appelle la navette. C'est-à-dire il va d'un acteur à un autre acteur. Ce fut un vrai régal pour, en tout cas, les esprits, l'élite, en tout cas, ici en Guinée, pourquoi pas en Afrique, cette interview. Grand merci à vous, monsieur Dr Isiaka Souaré, donc expert consultant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on espère vous recevoir après le 12, après votre, votre passage à Accra, où devrait encore avoir lieu ce sommet. On espère donc recevoir cette éminence grise dans ce studio autour du 15, pourquoi pas. Merci à tous les 6, grand merci à nos équipes, à la régie et à la transmission. On remet tout ceci demain quand il sera 8h sur Film FM. Au revoir, portez-vous bien. Mirador, Film FM, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.